Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. J'en ai peut-être croisé déjà quelques-uns depuis ce matin. Je suis Marie-Emma Castanera. Je travaille au CETREC. Donc, je serai l'animatrice de la rencontre. À mes côtés, pour vous aider d'un point de vue technique, s'il y a quoi que ce soit, il y a Marie-André de Esquad Multimédia qui peut vous aider pour votre son, pour la caméra, bref, tout besoin technique. Et il y a Justin, mon collègue, qui fait coucou à tout le monde, qui pourra aussi vous aider s'il y a un problème. Donc, d'introduire la présentation, quelques règles de fonctionnement. Donc, on invite tout le monde à couper les micros pour éviter les sons parasites. Il y aura une période de questions à la fin des présentations. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le clavardage. Moi, je les prends en note avec mon stylo tout au long de la présentation pour ensuite en rendre compte. Sinon, à la fin de la rencontre, vous pourrez ouvrir vos micros, vos caméras pour poser vos questions. Au niveau de l'utilisation de Zoom, si vous voulez écrire, il y a le petit bouton discuter. Vous pouvez écrire vos questions. Et si vous voulez réagir et prendre la parole, il y a le bouton réaction. Vous pouvez lever la main. On va être 1 heure et quart ensemble, 1 heure de présentation, 15 minutes de questions. C'est ça. N'hésitez pas, on a un petit groupe, on peut faire en sorte que ce soit convivial. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos deux invités qui ont accepté de nous faire une super présentation aujourd'hui sur l'enseignement en ligne et la relation pédagogique, donc bilan et perspective de la réalité vécue par le personnel des établissements privés. Monsieur Simon Collin et Monsieur Mathieu Pellard, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Marie-Emma, pour cette introduction. Donc, moi, c'est Mathieu Pellard, pronom il. Je suis conseiller à la recherche à la Fédération du personnel de l'enseignement privé, qui regroupe 3500 personnes de l'éducation, donc syndiquées, qui travaillent dans une cinquantaine d'établissements privés subventionnés. On est affilié à la Centrale des syndicats du Québec. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc avec mon collègue Simon Collin, lui qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, c'est une recherche que l'on a fait depuis les 2 dernières années. Cette présentation, elle va d'abord être introduite avec les résultats d'une première recherche qui a été faite en 2020, au cœur du déclenchement de la pandémie et donc de l'arrivée de l'enseignement en ligne slash enseignement à distance, peu importe comment on le nomme. Donc la première partie de la présentation sera sur cette première recherche, puis la deuxième partie de la présentation, le cœur vraiment de la présentation, ça sera pour présenter les résultats de la recherche que Simon Collin et son équipe a menée donc de 2021 à maintenant. Donc, en introduction, on a entendu ce matin dans le panel d'ouverture, dans les interventions d'ouverture de ce symposium, qu'il fallait être curieux pour avancer. Donc, on avait vraiment cette volonté de construire un environnement pédagogique et de travail qui était cohérent, décent. Et quand je dis décent, c'est pour l'ensemble du personnel qui travaille dans les écoles et les directions. Il faut avoir cette attention pédagogique constante. C'est ça qui a alimenté au début la volonté de moi, la recherche, mais aussi de la Fédération du personnel de l'enseignement privé, d'aller de l'avant avec une recherche pour regarder les impacts et les conséquences que l'enseignement en ligne avait sur l'ensemble du personnel. Simon, tu peux avancer si tu veux. Et donc, on avait dans la première recherche qu'on a menée, Simon, tu peux avancer, s'il te plaît, on avait la volonté de documenter ces conséquences parce que l'enseignement à distance, donc comme il a été vécu à partir du déclenchement le 13 mars 2020, était un réel bouleversement. Bouleversement à la fois sur l'aspect pédagogique de la façon d'enseigner, mais aussi sur les conditions de travail qui venaient être chamboulées et perturbées. Donc on voyait qu'il y avait des réalités qui étaient vraiment différentes en fonction de certaines régions, en fonction de certaines réalités.
Vous savez que tous les établissements n'ont pas les mêmes réalités. Les établissements privés n'ont pas tous les mêmes réalités en fonction des conditions financières, en fonction de la composition aussi des élèves, que ça soit lié à l'immigration, lié au plan d'intervention, mais aussi à la région dans laquelle ils sont implantés. Donc, il y avait des niveaux d'enseignement qui variaient du préscolaire jusqu'au secondaire, et donc il fallait documenter un peu comment l'enseignement en ligne et à distance venait chambouler l'ensemble de la relation pédagogique, mais aussi des conditions de travail. Donc, cette première recherche, c'était le témoignage à chaud, donc vraiment 45 entrevues semi-dirigées avec du personnel enseignant qui venait nous témoigner comment leurs tâches quotidiennes étaient bouleversées. Qu'est-ce qu'ils avaient dû faire pour basculer en ligne de manière plus ou moins forcée avec la pandémie. Et ça dans la fenêtre de temps de septembre 2020 à mai 2021. 10 grands constats avaient été révélés à l'époque. Donc, je vous ai mis le lien pour aller consulter les faits saillants de cette recherche-là. Mais le constat sur lequel je voudrais passer un peu plus de temps, parce que ça met la table un peu au pourquoi on est là aujourd'hui. Tu peux avancer, Simon, si tu veux. C'est le constat qui venait démontrer que la gestion de la classe en ligne était totalement transformée. Donc, c'est sûr que maintenant, ça paraît un peu évident lorsqu'on est quelques années plus tard, mais lorsqu'on était à chaud et qu'on essayait vraiment de déployer l'enseignement en ligne avec une volonté d'équivalence à l'enseignement présentiel, ça paraissait facile, mais ça ne l'était pas. Donc, j'ai repris ce concept de gestion de la classe parce que la gestion de la classe, c'est ce qui révèle être une tâche finalement qui est très complexe, qui fait appel à un large spectre des compétences chez le personnel enseignant. Et je trouvais la volonté de documenter la gestion de la classe quelque chose qui pourrait être rassembleur et qui venait synthétiser vraiment la réalité vécue par l'ensemble du personnel. Donc la gestion de la classe, elle est tout le temps reconnue comme ayant une influence majeure sur la réussite des élèves. Et donc j'ai repris les 5 composantes d'une gestion de classe optimale qui ont été développées par Nancy Gaudreault dans son livre Gérer efficacement sa classe. J'ai repris ces compétences-là et j'ai questionné l'ensemble du personnel enseignant sur comment ils étaient capables de déployer ou d'essayer d'atteindre cette gestion de classe optimale lorsqu'ils étaient en ligne. Euh, et donc là, je vous ai détaillé dans le tableau les 5 composantes dans la colonne de gauche. Et vous voyez la réalité qui a été vécue, donc on est en 2020-2021, sur ces composantes. Donc la gestion des ressources, le temps, le matériel, l'espace, deviennent de plus en plus délicats parce que la classe physique incarne un lieu d'apprentissage qui est inexistant à l'époque ou difficile à instaurer avec une classe virtuelle. Bon, l'ensemble de l'adaptation du matériel, qui était du matériel papier, lorsqu'on était dans les premières années vraiment de déploiement de l'enseignement en ligne, on n'avait pas forcément téléversé l'ensemble des documents qui étaient nécessaires pour pouvoir suivre à distance ou via certaines plateformes le cours en temps réel, et l'assistance technique qui était vitale, notamment pour déployer et apprivoiser les premières plateformes d'enseignement que lorsqu'on les déployait. Maintenant, tout le monde est plus ou moins à l'aise avec Zoom, Teams, Classroom, etc. Mais on a quand même beaucoup progressé en termes de compétences. L'établissement d'attentes claires, bon, vous imaginez bien les difficultés à assurer le respect de certaines directives lorsqu'on était avec des écrans interposés, avec une qualité sonore qui était variable. On était aussi dans certaines régions plus éloignées. On connaît bien les difficultés avec la connectivité à Internet et puis des bandes passantes qui sont assez fortes et suffisantes pour pouvoir animer en même temps et diffuser du contenu. Et le développement de relations sociales positives, qui était la troisième composante, où on voyait vraiment un effritement de la relation interpersonnelle parce qu'on avait l'absence de relations sociales. C'est sûr qu'on était dans un contexte pandémique et un début de pandémie où c'est sûr que les relations sociales avaient pris une bonne débarque. Donc, c'est sûr que cette composante-là, elle est importante. Bon, après l'attention et l'engagement des élèves, rapidement, on avait vu qu'on avait un clivage qui se déployait. À l'époque, on avait vu que les élèves motivés étaient vraiment acteurs de leur apprentissage, alors que les élèves plus démotivés ou qui avaient du mal vraiment à s'engager dans leurs apprentissages étaient rapidement devenus téléspectateurs, voire même en écran noir en train d'avoir des occupations sur un autre ordinateur ou leur téléphone à côté.
Donc c'est sûr qu'on avait une difficulté à superviser vraiment. Et je pense que la composante la plus importante qui m'avait marqué à l'époque, c'était le témoignage de l'ensemble du personnel enseignant qui disait que la gestion des comportements ou d'indiscipline était vraiment délicate parce qu'on avait pu ces contacts, je dirais un peu informels, non verbal, parfois visuels, parfois juste déposer la main sur le bureau de l'élève pour le reconcentrer ou pour le remettre dans ses apprentissages. Ces petits gestes qui paraissent anodins lorsqu'on est en classe présentielle, mais qui permettent de maintenir une discipline globale de la classe et de réengager individuellement certains élèves sans les interpeller individuellement devant un collectif. Ça, ce n'était pas possible en ligne parce qu'on était dans une relation collective d'enseignement. Donc ça, c'était vraiment les premiers constats à chaud qu'on a eus qui venaient vraiment synthétiser un peu un mal-être du personnel enseignant parce que leur façon d'enseigner était différente et se sentaient un peu démunis. Donc, face à ce premier constat, Simon, tu peux avancer, s'il te plaît. Donc là, on est vraiment en 2021 et on se dit que ça, c'est un premier constat sur un petit échantillon. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était une cinquantaine de personnels enseignants qui avaient témoigné, qui étaient syndiqués vraiment à la Fédération du personnel de l'enseignement privé. On s'est dit qu'il fallait élargir ce constat et confier le mandat à une équipe de chercheurs spécialisés en éducation qui aurait vraiment donc un contrat qui serait mandaté par la fédération, mais qui aurait accès à nos membres, accès à leur réalité vécue. Et on souhaitait élargir vraiment l'échantillon et le coup de sonde de manière à aller un peu plus en profondeur. Et cette fois-ci, on ne voulait pas juste documenter de manière générale caricaturale un peu c'est quoi les transformations que vous avez eues dans les derniers mois. On voulait vraiment se spécifier sur la relation pédagogique, donc la relation enseignant-élève, et regarder comment elle était transformée par l'enseignement en ligne. Donc c'était vraiment le mandat qu'on a confié à l'équipe de Simon Collin, donc qui a travaillé avec Sarah Meunier et Clémentine Hénautier pour réaliser ce devis de recherche. Et donc, on leur a confié et on tient à préciser qu'il y a vraiment l'ensemble des critères donc éthiques, de respect de la liberté académique qui ont été respectés. Donc, c'est une commandite de la fédération syndicale à l'UQAM. Et Simon Collin était autonome dans ses recherches, dans les outils qu'il déployait et dans l'interprétation de ses résultats. On était juste en soutien pour rendre accessible le terrain à l'équipe de recherche. Donc, on a vraiment essayé de développer ce partenariat pour finalement savoir si la relation pédagogique en ligne, lorsqu'elle est déployée avec l'enseignement en ligne, est-ce qu'elle est appauvrie ou est-ce qu'elle est enrichie et comment ces composantes arrivent à vivre dans ces différentes expériences. Donc voilà, tu peux avancer si tu veux. Juste petite précision avant de vraiment rentrer dans le noyau dur de la recherche qui a été menée par Simon Collin. Lorsqu'on parle d'enseignement en ligne, ben, au début, en 2020, on parlait d'enseignement à distance. Puis après, tranquillement, on a vu évoluer un peu le narratif, puis le lexique autour de l'enseignement en ligne. On voulait juste préciser les quatre types d'enseignement en ligne que l'on a documentés. Donc, c'est l'enseignement à distance synchrone, que vous connaissez le plus souvent. L'enseignement commodal, donc une personne qui enseigne en salle de classe à une partie de ses élèves, alors qu'une autre partie de ses élèves suit le cours en ligne en même temps. L'enseignement à distance asynchrone, donc là, c'est une personne qui transmet à tous les élèves les contenus et activités d'apprentissage qu'ils étudient chez eux, à leur rythme. La personne reste en contact, mais elle les soutient dans leur apprentissage. L'enseignement hybride, c'est une personne qui enseigne quelques périodes en salle de classe à tous ses élèves en même temps. Durant les périodes d'enseignement restantes, ces élèves étudient chez eux à leur rythme au moyen de plateformes de type Google Classroom. Donc, on voulait juste repréciser les quatre types d'enseignement en ligne que l'on a documentés pour que ça soit clair dans l'esprit de l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Parfait, merci Mathieu. Alors, c'est moi qui prends le relais ici pour donner un petit panorama de la relation pédagogique en ligne telle que qu'on la connaît, ou en tout cas qu'elle est donnée à voir dans la littérature scientifique. Parce qu'avant de mener, puis tout au long, en fait, avant d'arriver ou d'aboutir à des résultats, ben, il faut savoir un peu quel est l'état de la situation qui nous intéresse, et c'est ce que je propose de vous donner pour les minutes qui suivent.
à commencer par définir donc la relation pédagogique comme l'ensemble des interactions du domaine à la fois cognitif, affectif et social entre les apprenants et l'enseignant qui visent l'apprentissage et l'épanouissement de la personne. Alors, définie comme ça, la relation pédagogique est vraiment constitutive de l'enseignement et de l'apprentissage. D'ailleurs, dans le fameux triangle pédagogique de Husserl, la relation pédagogique, c'est bien cette relation donc, qui va lier enseignant et apprenant. Elle est au cœur de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors, quelques autres caractéristiques, disons, définitoires de la relation pédagogique en ligne. Elle implique bien sûr une relation asymétrique. On a toujours asymétrique entre l'enseignant d'une part et les apprenants d'autre part. On a l'autorité de la part de l'enseignant, l'obéissance volontaire de la part des élèves. Cette relation asymétrique s'inscrit dans un cadre institutionnel donné, donc un cadre scolaire. Et elle nécessite malgré tout, malgré le fait qu'elle soit hiérarchique, malgré le fait qu'elle soit institutionnalisée, elle nécessite un engagement réciproque des élèves à apprendre et des enseignants à accompagner l'apprentissage. Comme je le disais tout à l'heure, elle est vraiment constitutive de l'enseignement et de l'apprentissage, de l'acte d'enseigner et de l'acte d'apprendre, dans la mesure où l'enseignement et l'apprentissage sont des activités éminemment relationnelles. C'est des activités qui se déploient dans une relation, ici pédagogique. La relation pédagogique donc ne se limite pas à l'autorité et c'est justement parce qu'elle dépasse l'autorité qu'elle inscrit l'apprentissage dans la durée, qu'elle donne lieu à une disposition à apprendre qui est pérenne. Et finalement, la qualité de la relation pédagogique, donc une relation pédagogique riche, au contraire plus limitée d'un enseignant avec ses élèves, peut influencer les résultats scolaires des élèves, leur comportement à l'école, les probabilités de décrochage ou les risques, et puis même l'orientation scolaire. On a tous ces enseignants qui nous ont particulièrement inspirés ou qui nous ont donné le goût d'une discipline particulière. Alors, avant la pandémie, lorsqu'on cherche les études qui se sont penchées sur la relation pédagogique, on retrouve surtout des études qui concernent le milieu universitaire, donc la relation pédagogique en ligne en milieu universitaire, notamment dans le cadre spécifique de la formation à distance. Et les études qui se sont penchées sur la relation pédagogique en ligne avant la pandémie portent essentiellement sur la manière dont la formation à distance redéfinit la relation pédagogique. Alors, le postulat de départ de ces études, c'est bien sûr que en présentiel, enseignants et élèves partagent une relation autour d'une même unité spatio-temporelle. Ils sont tous ici et maintenant. Et par là même, cette relation-là, elle est caractéristique des relations humaines. En formation à distance, en revanche, ben, la relation n'a plus une même unité spatio-temporelle. Enseignants et élèves ne sont pas ici et maintenant. Euh, donc, il y a de la présence et de l'absence, mais surtout, en formation à distance, il n'y a pas simplement présence ou absence, il y a plusieurs modalités de présence possibles dépendamment des modalités, des stratégies d'enseignement à distance qu'on va développer. Et de ce point de vue-là, on peut donc distinguer différents types de présence qui vont être interdépendantes dans le cadre de la formation en ligne universitaire. La présence pédagogique, d'une part, qui vise à favoriser les interactions, par exemple donner des modèles d'interaction, relancer les discussions, donner des rétroactions, etc., et qui va vraiment être à penser dès la planification, puis ensuite à mettre en œuvre lors de l'animation du cours. La présence sociale, d'autre part, qui correspond à la sensation pour les participants d'interagir avec de vraies personnes, entre guillemets, le but étant de soutenir les objectifs d'apprentissage cognitif et affectif en rendant les interactions de groupe attrayantes, engageantes et intrinsèquement gratifiantes. Et puis finalement, présence pédagogique et présence sociale ont pour but disons, de susciter une présence cognitive qui est la propension, pardon, je me bats avec mes petites fenêtres, des apprenants à s'engager dans la résolution de problèmes et à activement s'approprier des savoirs. Donc, différents types de présence, on n'est pas simplement dans une dichotomie présence-distance, dès lors qu'on parle de relations pédagogiques en ligne, en formation universitaire.
Alors, en contexte pandémique, comme vous le savez et comme Mathieu l'a bien dit, il y a eu fermeture des écoles préscolaires primaires secondaires et cette situation inédite a créé un afflux d'études sur l'enseignement en ligne, cette fois-ci en dehors de l'université, donc précisément auprès des élèves du préscolaire, primaire et du secondaire. Dans la revue de la littérature qu'on a menée, on a trouvé peu d'études qui traitaient explicitement de la relation pédagogique. Il y en a en fait 3 qu'on a identifiées. Par contre, la relation pédagogique, qu'elle soit nommée explicitement ou pas, sortait en filigrane de plusieurs études qui portaient sur des sujets connexes. On pense par exemple à des études qui ont porté sur le bien-être des élèves et des enseignants, sur le vécu global de l'enseignement en ligne, sur l'engagement des élèves en contexte d'enseignement en ligne, etc. Puis ces études-là, qui portaient sur ces sujets-là, révélaient des choses sur la relation pédagogique. Alors, c'est de là qu'on peut tirer certains constats sur la relation pédagogique en contexte pandémique d'enseignement en ligne. D'une part, certaines études remarquent une diminution des opportunités d'interaction. Alors, pour les enseignants, c'est plus difficile de suivre et d'évaluer les apprentissages, également de repérer et de soutenir les élèves qui sont en difficulté. Puis du côté des élèves, on note certaines difficultés pour obtenir rapidement des réponses à leurs questions ou plus généralement de l'aide et la perception d'un manque de soutien et de rétroaction de la part des enseignants par rapport à ce qu'ils obtiennent généralement lorsqu'ils sont en présentiel. Il y a toutefois des aspects positifs qui sont des fois mentionnés dans certaines études. Moins d'opportunités de conflit d'une part, c'est particulièrement le cas dans les classes jugées difficiles par les enseignants. Et puis développement de l'autonomie et de la capacité d'autorégulation des élèves, si on veut, puisqu'ils ont bien plus d'autonomie, bien plus de, oui, d'autonomie disponible, disons qu'ils doivent gérer. Autre résultat, en plus de la diminution donc des interactions, une affectivité qui est modifiée lorsque il s'agit de l'enseignement en ligne. Alors pour les enseignants, plus difficile de générer le même sens d'appartenance et un climat d'enthousiasme que lorsque ils sont en classe. L'enseignement est souvent rapporté comme étant plus froid, moins spontané, moins authentique. Également, les enseignants rapportent qu'il est plus difficile de personnaliser la relation pédagogique en fonction de chaque élève. Mathieu donnait l'exemple de poser la main sur le bureau pour ramener un élève à la tâche. Moi, c'est autant de choses qui virtuellement sont moins faciles à faire. Mais là encore, certains résultats qui mettent l'accent sur des aspects positifs, notamment une augmentation possible de l'individualisation de la relation pédagogique, des enseignants notamment qui vont vraiment être en soutien très personnalisé aux élèves, ce qui peut s'expliquer par 2 raisons. D'une part, la pandémie était vraiment une épreuve collective, tout à fait inédite, et par là même, il y a eu chez les enseignants une compassion et un soutien mutuel accru dans cette situation un peu difficile. Et puis, d'autre part, un bouleversement des repères spatio-temporels et de la relation pédagogique d'une manière générale qui donnait des fois lieu à plus d'informalité. Donc, finalement, une connaissance, une certaine connaissance des élèves à laquelle n'ont pas toujours accès ou autant accès des enseignants lorsqu'ils sont en présentiel. Autre résultat qu'on a repéré dans ces études-là, c'est une altération de la relation de confiance réciproque, donc de l'enseignant vers ses élèves, des élèves vers l'enseignant. Alors, pour les enseignants, généralement, une baisse de considération accordée aux élèves due à leur incapacité à répondre aux attentes de motivation et de persévérance dans l'apprentissage lorsqu'ils sont en ligne, parce que ça fait énormément à gérer pour les élèves et que c'est difficile de s'autoréguler s'ils n'ont pas été préparés. Et pour les élèves, un manque de confiance éventuelle envers les compétences des enseignants, notamment les compétences technopédagogiques. Alors, quand on regarde les conséquences principales de cette situation de relations pédagogiques en ligne, on retrouve pour les élèves, dans certaines études, donc une diminution de la motivation, une augmentation des risques de décrochage, une diminution des apprentissages qui sont réalisés, une diminution du bien-être qui peut aller jusqu'à l'augmentation de problèmes de santé mentale dans certains cas. Et puis, du côté des enseignants, la perte de sens du métier due au manque de contact avec les élèves, particulièrement dans le cas des enseignants pour qui la motivation à enseigner, c'est vraiment la relation pédagogique qu'ils arrivent à établir avec leurs élèves. La perte de confiance en leurs compétences professionnelles, voire un sentiment d'impuissance. Toutefois, avec le temps,
des études notent une amélioration de plusieurs de ces aspects de l'enseignement en ligne en contexte pandémique parce que avec le temps vient l'expérience et puis qu'on on arrive à résoudre des problèmes qui se posaient initialement et qui n'en posent plus tellement par la suite. Alors, quelques facteurs externes qui peuvent influencer la qualité de la relation pédagogique en ligne. Bien sûr, le côté numérique, technique, si on veut, avec des élèves qui peuvent avoir un accès limité aux technologies numériques, au réseau Internet et qui par là même ont moins d'occasion de s'engager. Alors, ça ramène au thème de la fracture numérique qu'on a bien connu ou qui a été mis en science dans le contexte pandémique. Également un manque de compétences et des problèmes techniques, à la fois chez les enseignants, mais aussi chez les élèves, et notamment en fonction de l'âge des élèves, puisque les élèves n'ont pas les mêmes compétences technologiques suivant leur stade de développement. Le leadership et l'accompagnement de la direction ont également été mentionnés comme des facteurs qui peuvent aider ou au contraire nuire à l'enseignement en ligne et à la relation pédagogique qui s'ensuit. L'engagement des parents qui ont eu un rôle accru à jouer dans le contexte pandémique et puis la qualité de la relation pédagogique préexistante en présentiel. Autrement dit, le fait que les enseignants avaient déjà établi une relation pédagogique avec leurs élèves en salle de classe jouait beaucoup sur la qualité de la relation pédagogique en ligne. Alors, ça nous amène à la méthodologie. Je vais repasser la main à Mathieu. Donc rapidement, sur la méthodologie, comme je vous disais en introduction, on voulait vraiment avoir un coup de son qui était beaucoup plus large, qui était représentatif de plus de personnel enseignant. Donc on voit que la collecte de données que Simon Collin a menée a mobilisé vraiment deux types d'outils, deux instruments de mesure. Le premier, c'est le questionnaire. Un questionnaire a été envoyé à l'ensemble de nos membres et on voit qu'on a un échantillon représentatif de 497 personnes qui ont répondu entre décembre 2021 et février 2022. La majorité étant du personnel enseignant, mais on souhaitait aussi avoir l'apport du personnel de soutien et du personnel professionnel pour avoir vraiment le pouls de la collaboration de l'équipe école au complet dans l'ensemble du support. Pour les personnes qui sont un peu plus curieuses des niveaux d'enseignement que l'on a sondés, on a du préscolaire et majoritairement du secondaire. Et au niveau de la composition des classes, on voit qu'il y a quand même plus de 60% des personnes répondantes qui ont 30 élèves et plus dans leur classe, donc qui amène aussi une réalité importante à prendre en considération dans le déploiement de l'enseignement lorsqu'il est en ligne. Et le deuxième instrument de mesure qui a été déployé, Simon, tu peux avancer, c'est des entrevues de groupe qui se sont déroulées dans un second temps, de janvier à mars 2022. Cette entrevue de groupe auprès de 36 personnes. Donc, on avait à la fois des personnes qui étaient délégués syndicaux et qui occupaient aussi une profession, soit enseignante, soutien aux professionnels, et 4 entrevues de groupe avec des personnes enseignantes, mais qui sont sans responsabilité syndicale. C'est bon, Simon, tu peux avancer. Donc, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est le premier facteur qu'on a souhaité sonder, c'est les conditions de mise en œuvre. Rapidement, on voulait, avec l'équipe de Simon Collin, démystifier un peu le fait que c'était tout croche, c'était difficile, il manquait de matériel, les infrastructures technologiques répondaient pas forcément aux besoins. Donc, on a rapidement sondé, tu peux avancer Simon, reviens, ouais, Pardon, ça a sauté. c'est là. On a rapidement sondé sur la perception des conditions de mise en œuvre et on voit que 78% des personnes enseignantes sondées estiment que leur direction d'école a rapidement mis en œuvre l'ensemble des conditions nécessaires pour enseigner en ligne. L'équipement numérique a également été au rendez-vous, donc pour 72% du personnel sondé, et 3/4 des élèves ont rapidement disposé des conditions adéquates. Donc on voit que rapidement, l'ensemble des dispositions techniques et matérielles étaient présentes pour pouvoir déployer l'enseignement en ligne. Donc, on n'est pas sur un constat de l'ensemble
des solutions techniques ou des infrastructures étaient déficientes. On n'est pas du tout ici, là, on est vraiment dans un tout à fait d'accord ou d'accord lorsqu'on questionne sur la perception des conditions, à la fois sur le support de la direction, à la fois sur le support des personnes conseillères technopédagogiques ou pédagogiques, et l'ensemble du personnel de soutien, que ce soit des techniciens informatiques ou d'autres personnes mobilisées à l'époque pour venir en aide au personnel de soutien. Donc c'est vraiment important de souligner l'ensemble du travail qui a été réalisé par l'ensemble de l'équipe école pour soutenir le développement de cette réalité-là. Simon. Parfait. À partir de là, donc, on a essayé de sonder un peu les expériences vécues euh, lors de l'enseignement en ligne. Parce que finalement, la mise en œuvre s'était révélée plutôt positive telle qu'elle était perçue par les répondants. Et dans les expériences vécues, on a pu distinguer trois cas de figure. Puis là, on tombe dans des données qualitatives qui ne sont plus quantitatives comme celles qu'a présentées Mathieu. Donc, trois cas de figure de l'expérience de l'enseignement en ligne euh, que je vais présenter plus en détail maintenant, même si je vais passer assez rapidement dans la mesure où il n'y a rien de très surprenant, quoique il y a quand même des éléments là qui peuvent expliquer, notamment des facteurs qui déterminent la qualité de l'expérience de l'enseignement en ligne. Alors, le premier cas de figure en tant que tel concerne, enfin, s'il s'est produit, s'il a été perçu par les participants, il s'est produit lors du passage à l'enseignement en ligne, donc au début de la pandémie, finalement, lorsque les écoles ont été fermées. Et il s'agit d'une continuité entre l'enseignement qui était effectué en présentiel avant la pandémie et l'enseignement en ligne durant la pandémie. Autrement dit, c'est le cas d'enseignants qui ont développé ou qui avaient déjà développé avant la pandémie des pratiques technopédagogiques en présentiel dans leur classe et donc qui ont pu réinvestir au moins en partie ces pratiques technopédagogiques dans l'enseignement en ligne. Alors, ici, on a mis des citations. Nous, on avait déjà l'iPad pour les élèves, ce qui fait que je pense que le pas a été assez facile à faire. Ça n'a pas changé grand-chose. Cela dit, lorsqu'on creuse un peu, d'après certains participants, ben, le passage à l'enseignement en ligne, même si les compétences technopédagogiques et le matériel étaient déjà en partie là, a quand même demandé beaucoup de travail aux enseignants. Et il est certain que l'ensemble, en fait, du personnel scolaire du Québec a quand même travaillé fort pour adapter son enseignement à l'enseignement en ligne, quelles que soient finalement les conditions. Mais disons que dans ce premier cas de figure-là, on arrive à établir une continuité parce que avant la pandémie, il y avait déjà une sorte de préparation propice à l'enseignement en ligne. Deuxième cas de figure, s'il s'est produit, s'il a été rapporté par les participants, il s'est produit lors du retour en présentiel, donc finalement après la pandémie, si on veut l'appeler comme ça. Et c'est le cas d'une continuité entre l'enseignement en ligne tel qu'il a été expérimenté durant la pandémie et l'enseignement en présentiel, donc lors du retour en salle de classe. Le cas des enseignants qui ont développé des pratiques technopédagogiques en ligne durant la pandémie par nécessité, mais qui ont pu les réinvestir au moins partiellement lors du retour en salle de classe. Alors, c'est le cas d'enseignants qui disent, par exemple, on n'était pas très technique, puis là, on est rendu très technique parce qu'on a développé beaucoup durant la pandémie et qu'on est capable de capitaliser sur ces développements-là lors de notre retour en salle de classe. C'est un cas de figure qui est d'ailleurs partagé par l'ensemble des participants. En tout cas, quand on regarde les réponses au questionnaire, on voit que une grande majorité des participants sont tout à fait d'accord ou d'accord avec le fait que durant la pandémie, ils ont développé leurs compétences à intégrer le numérique dans leur pratique pédagogique et que de retour en salle de classe, ils sont une majorité à souhaiter justement capitaliser sur le développement de leurs compétences technopédagogiques. Et puis finalement, un troisième cas de figure qui a pu se produire lors du passage à l'enseignement en ligne et lors du retour en présentiel. Cette fois-ci, c'est plus une continuité, mais bien une rupture entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement en ligne, puis le retour en présentiel. L'enseignement en ligne pour ce cas de figure-là a été perçu comme subi et le retour en présentiel comme un retour aux pratiques pré-pandémiques, voulant dire par là des pratiques principalement non numériques, non technopédagogiques. Alors, il y a un facteur important qui détermine l'expérience de l'enseignement en ligne et finalement le cas de figure qui est perçu par les participants,
c'est l'équipement d'une technologie mobile par élève avant la pandémie. On parle d'un ordinateur portable par élève, d'une tablette par élève, etc. Pour les enseignants qui avaient une classe donc portable ou une classe tablette, il y a il y a eu disons plus de possibilités d'établir des continuités entre les pratiques technopédagogiques en salle de classe avant la pandémie, durant la pandémie, puis en salle de classe au retour de la pandémie. Pourquoi? Parce que les classes portables ont un équipement qui est transportable à la maison pour l'enseignement en ligne. Donc, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que les élèves ont l'équipement nécessaire à domicile pour pouvoir suivre les cours. Ils ont déjà de l'équipement en salle de classe qu'ils peuvent emmener chez eux. Donc, tout le monde est équipé. Par ailleurs, cet équipement est homogène, c'est le même pour tous les élèves. Et c'est un équipement que l'enseignant connaît puisque c'est l'équipement de la salle de classe. Donc, il y a déjà une familiarité qui est établi avec l'équipement utilisé. Et puis enfin, parce que l'équipement est disponible en salle de classe avant la pandémie, ben, a fortiori, il y a déjà des pratiques technopédagogiques que les enseignants ont pu développer, que les élèves aussi ont pu développer et qui sont au moins partiellement transférables à l'enseignement en ligne et transférables de nouveau au retour en présentiel. Donc, dès lors que des classes étaient équipées d'une technologie mobile par élève avant la pandémie, ben, c'est sûr que ça jouait beaucoup sur le cas de figure ou la perception de l'enseignement en ligne des répondants. Alors, on était là sur l'expérience de l'enseignement en ligne. Maintenant, j'en viens à l'expérience, si on veut, de la relation pédagogique en ligne en contexte de pandémie. Alors, d'une manière générale, on voit que la qualité de la relation pédagogique en ligne est perçue de manière beaucoup moins positive que la relation pédagogique en salle de classe. On le voit ici, donc, avec cette réponse au questionnaire, une grande majorité des répondants estiment que leur relation pédagogique est de moins bonne qualité qu'en présentiel lorsqu'elle est en ligne. Et c'est valable pour à peu près tous les modes d'enseignement en ligne, enseignement à distance asynchrone, enseignement à distance synchrone, hybride et comodal également. On a également posé cette question-là en la déclinant aux dimensions cognitives, affectives et sociales de la relation pédagogique et c'est exactement les mêmes réponses. Globalement, la relation pédagogique en ligne est perçue de moins bonne qualité que la relation pédagogique en salle de classe. Autre question, disons, qui nous informe sur la perception globale de la relation pédagogique, c'est que lorsqu'on demande si la relation pédagogique en ligne a plus d'avantages ou plus d'inconvénients, là encore, une grande majorité des participants nous disent que la relation pédagogique en ligne a plus d'inconvénients qu'elle a d'avantages. Donc, elle est vraiment jugée plus négativement que positivement. Et puis enfin, une question qui va finir de nous conforter dans l'idée que les participants, en très grande majorité, ont une perception négative de la relation pédagogique en ligne par rapport à la relation pédagogique en salle de classe. La question était la suivante dans le questionnaire. D'une manière générale, la relation pédagogique entre une personne enseignante et ses élèves sera toujours de meilleure qualité en présentiel qu'en ligne et les participants devaient se prononcer. Et 78% des répondants se sont dit tout à fait d'accord et 15,1% d'accord avec ça. Alors, ce que nous disent ces premières questions issues du questionnaire, c'est que effectivement, et je dirais de manière assez nette, la perception de la relation pédagogique en ligne est davantage négative. Alors, à partir de là, avec les entrevues notamment, la question qui s'est imposée, c'est pourquoi, comment est-ce qu'on peut expliquer que la relation pédagogique en ligne soit jugée de manière plus défavorable. Alors, c'est sûr qu'on avait déjà des pistes de réponses dans la littérature scientifique. L'idée, c'était justement de voir dans quelle mesure les réponses de nos participants font écho à ce qui existe déjà dans la littérature scientifique ou pas. Et globalement, ça y fait écho, si ce n'est qu'on les réponses, on a pu les organiser autour de trois axes particuliers. D'une part, la relation pédagogique, lorsqu'elle est en ligne, est jugée et perçue plus dépersonnalisée que lorsqu'elle est en présentiel. Elle est perçue aussi comme étant moins sensorielle que lorsqu'elle est en présentiel. Et finalement, elle est perçue comme étant plus éclatée que lorsqu'elle est en présentiel. Alors, pour la suite de la présentation, je vais finalement détailler un peu ce que j'entends par une relation pédagogique plus dépersonnalisée, moins sensorielle et plus éclatée.
Et vous allez voir dans ces résultats des échos à la revue de la littérature que j'ai présentée plus haut. Alors, effectivement, les participants jugent que la relation pédagogique en ligne est généralement plus dépersonnalisée pour différentes raisons. D'une part, ils perçoivent le groupe classe en ligne comme étant relativement monolithique, avec des interactions qui sont uniquement collectives et particulièrement des interactions de l'enseignant vers tous ses élèves, sans la possibilité d'individualiser les interactions comme il le fait généralement en salle de classe. On a mis des citations, mais on va pas bien sûr les évoquer toutes. Pour répondre à cette limite perçue, si les enseignants rapportent là, les répondants qu'ils ont essayé de s'ajuster, notamment en utilisant par exemple la messagerie privée des plateformes en ligne, mais pas avec le même succès, disons, que lorsque l'individualisation peut se faire en présentiel. Autre point qui explique que la relation pédagogique soit perçue de manière plus dépersonnalisée, c'est que le groupe classe en ligne est accessible principalement durant les temps formels d'enseignement et d'apprentissage, ce qui fait que les enseignants perdent la possibilité d'enrichir, de maintenir la relation pédagogique dans les temps informels. Ici, par contre, je vais me permettre de lire l'extrait. La relation pédagogique, je la bâtis pas seulement en classe pendant que je donne mon cours, mais avant le cours, avant que la cloche sonne, dans les corridors, dans les activités parascolaires, etc. Donc, on voit que les enseignants saisissent les moments informels pour établir, enrichir, maintenir la relation pédagogique. Et ces aspects informels-là, ils en sont privés lors de l'enseignement en ligne parce que les élèves et l'enseignant se connectent juste au début du cours, donnent le cours et se déconnectent ensuite. Contre-exemple, toutefois, pour certains participants, l'enseignement en ligne, pour certains d'entre eux, a été l'occasion d'avoir une fenêtre sur le quotidien extrascolaire des élèves et donc justement de gagner un peu en termes de connaissance des élèves là où ce n'était pas possible en salle de classe. Par exemple, toutes les anecdotes autour des animaux qui sont chez les élèves, qui passent régulièrement devant la caméra, c'est des sujets de discussion. Ça nous permet de comprendre ou d'avoir disons, une connaissance des élèves que les enseignants n'auraient pas pu avoir nécessairement en salle de classe, donc qui vient nuancer un peu la perception générale que j'ai présentée plus haut. Alors, conséquence d'une relation pédagogique plus dépersonnalisée, du côté des enseignants, c'est sûr qu'ils ont l'impression d'être privés de certaines interventions, notamment des interventions individualisées et informelles, ils ont du mal à les exercer, et donc ils ont l'impression d'avoir un répertoire d'intervention qui est plus limité que leur répertoire d'intervention en présentiel. Ils ont l'impression d'être un peu menottés finalement dans ce qu'ils peuvent faire par rapport à ce qu'ils arrivent à faire lorsqu'ils sont en salle de classe. Pour les élèves, de la perception des enseignants, les élèves ont eu un creusement des apprentissages entre des élèves forts et autonomes qui, d'une manière générale, que ce soit en ligne ou en classe, n'ont pas besoin de soutien de la part des enseignants parce que ils savent cheminer dans leurs apprentissages, et des élèves faibles ou peu autonomes qui ont généralement, du soutien de la part des enseignants lorsque ils sont en présentiel et que les enseignants ont eu du mal à soutenir en ligne précisément parce qu'ils avaient un répertoire d'intervention plus limité et donc ils arrivaient moins à intervenir auprès de ces élèves faibles et peu autonomes. J'en viens maintenant à une relation pédagogique moins sensorielle. Alors ici, la première caractéristique de cette relation pédagogique moins sensorielle, c'est bien sûr la perte de paraverbal et de non-verbal, et c'est bien sûr particulièrement flagrant lorsque les caméras sont fermées. Certains enseignants nous disaient parler à des pastilles, à des petites images, au lieu de parler à des élèves, c'est difficile. Par ailleurs, même lorsque la caméra est activée, il y a quand même une perte des interactions en termes de fluidité à cause du jeu d'activation, désactivation des micros dans lesquels il y a des temps de latence qui ne sont pas là en présentiel. Alors, quand on regarde les conséquences de cette relation qui est moins sensorielle, du côté des enseignants, parce que la relation est moins incarnée, ils perdent la possibilité de lire leurs élèves, si on veut, c'est-à-dire d'arriver à évaluer si leurs élèves comprennent ou pas le contenu de leurs enseignements. Ici, je me permets de faire du pouce aussi sur un extrait. Dans le fond, c'est très simple. Quand on explique quelque chose à un élève, on a tout de suite une sorte de feedback. Si on commence l'explication puis qu'on voit visuellement
ses yeux qui semblent être flous ou juste la petite bouche qui se pince, ben, on sait qu'il y a des signes qu'ils n'ont pas compris. Alors, ça permet aux enseignants de lire finalement les élèves et d'intervenir tout de suite parce que la relation est moins sensorielle lors de l'enseignement en ligne ou perçue moins sensorielle. Alors, les enseignants perdent un peu de lisibilité et donc d'intervention. Ils ont aussi moins l'occasion d'identifier et de prévenir certains problèmes, et notamment des problèmes de santé mentale ou relationnels qui sont plus apparents en salle de classe, mais qui deviennent beaucoup plus discrets, diffus en ligne, et donc ils n'arrivent pas là encore à intervenir comme ils pourraient le faire s'ils pouvaient vraiment lire leurs élèves avec toute l'essence finalement qu'ils utilisent en salle de classe. Du côté des élèves, une diminution de leur socialisation, ce qui se retrouve dans un besoin fort de socialiser lors du retour en présentiel, avec des enseignants qui nous disaient qu'au deuxième cycle, c'est à une journée sur deux, l'élève arrive à la maison, il est distrait en virtuel, il arrive à l'école, il veut juste parler avec ses amis. Puis ça joue bien sûr sur les apprentissages qui sont à réaliser. Contre-exemple, toutefois, certains participants ont vraiment rapporté que d'après eux et d'après ce qu'ils ont perçu, les élèves ont quand même eu toute une panoplie d'outils, notamment qui leur permettaient de maintenir une socialisation là, tout à fait active, même à distance. Euh, Autre conséquence donc du côté des élèves, dans des cas extrêmes, uniquement des problèmes de santé mentale. On sait, ça a été documenté ailleurs, notamment d'anxiété ou des problèmes relationnels, par exemple la cyberintimidation. Mais là encore, certains contre-exemples, des participants qui viennent nuancer un peu en disant non, nous on n'a pas eu de problème de cyberintimidation de notre bord, à moins que ce soit parce que justement ils n'ont pas pu noter ce problème de cyberintimidation étant donné le contexte. Finalement, une relation pédagogique qui est perçue comme étant plus éclatée, parce que lors de l'enseignement en ligne, le groupe classe est non captif, donc la relation pédagogique perd sa primauté par rapport aux relations d'affinité entre les élèves. Autrement dit, la relation pédagogique, celle de l'enseignant envers ses élèves, est mise en concurrence dans l'enseignement en ligne avec d'autres groupes auxquels l'enseignant n'a pas accès. En l'occurrence, le clavardage, par exemple, entre les élèves sur Facebook, ou TikTok ou Instagram en même temps ou en parallèle du cours qui est donné par l'enseignant. Ici, un extrait qui l'exemplifie. Il y en a qui se parlent en chattant sur le téléphone ou à l'ordinateur, puis on voit l'élève bouger, on voit qu'ils se parlent. Les enseignants comprennent que les élèves sont éclatés à travers différentes relations en plus de la relation pédagogique, ce qu'ils ne permettent pas normalement en présentiel, et pour autant, ils ne savent pas avec qui, ils peuvent pas intervenir ou difficilement intervenir, etc. Alors, conséquence de cette relation pédagogique plus éclatée, ben, pour les enseignants, un sentiment de perte de contrôle sur la relation avec les élèves et sur les relations entre les élèves également. Euh, Également une difficulté à garantir la validité des évaluations puisqu'ils perdent du contrôle sur les élèves et sur leur contexte, donc difficile de savoir ce que les élèves font lorsqu'ils sont en situation d'évaluation. Il y a bien sûr eu des diverses tentatives d'ajustement des méthodes d'évaluation, mais ça se fait généralement au prix d'un alourdissement de la tâche pour les enseignants. Pour les élèves, la conséquence directe d'une relation pédagogique plus éclatée, ben, c'est que leur attention est éparpillée. Elle est plus simplement sur le contenu du cours. Elle est vraiment sur divers contenus, notamment des contenus ludiques, médiatiques, etc. Euh, ce qui rend l'attention donc difficile à garder sur le cours. Il y a une diminution de la motivation et du goût de l'effort qui est particulièrement visible lors du retour en présentiel parce que les enseignants perçoivent souvent là, qu'il en faut très peu aux élèves pour être démotivés, pour trouver qu'on leur en demande beaucoup. Alors là encore, les participants rapportent avoir fait des tentatives d'ajustement de leur stratégie d'enseignement pour garder l'attention des élèves, mais au prix d'un alourdissement de leurs tâches, notamment donc diversification des formules pédagogiques, des petites évaluations fréquentes, mais ça veut dire, ben, comme une enseignante disait, donc c'est vraiment aux 5-10 minutes que ça bouge, mais ça peut devenir épuisant rapidement. Alors, je regarde l'heure, il nous reste, je pense, 10 minutes, donc je vais passer rapidement, mais on a ici un récapitulatif de ces résultats-ci. Et pour les retombées, donc je redonne la parole à Mathieu. Merci Simon. Oui, au niveau du temps, simplement, oui, effectivement, il reste environ un peu plus de 10 minutes. Parfait, merci. Donc, comme Simon Collin vient de le présenter et d'introduire, on voit que
le sens du métier pour la profession enseignante a été bouleversé avec le passage avec l'enseignement en ligne. Toute la notion de relationnel a été mise à mal, qui alimente l'essence même de l'engagement professionnel de l'ensemble de la profession enseignante. Donc, on a vu que la relation pédagogique en ligne a entraîné un sentiment de perte de sens. La profession enseignante nécessite de nombreuses habiletés relationnelles qui se déroulent à la fois pendant la relation pédagogique, mais aussi dans des contextes qui sont pas uniquement entre les deux cloches ou lorsque les personnes rentrent en classe. Il y a des environnements aussi de co-construction de la relation avec les élèves. Il y a des liens significatifs durables qui se créent lorsqu'on est en présentiel, qui sont plus difficiles à établir lorsqu'on est en relation en ligne. Donc la relation pédagogique en ligne n'a pas été à la hauteur des aspirations professionnels et beaucoup de personnes se sont senties incompétents lorsqu'ils faisaient leur métier, malgré l'ensemble des efforts qu'ils ont déployés pour jongler entre le passage du présentiel en ligne et parfois avec du retour en présentiel, du retour en ligne et de l'alternance, notamment pour les secondaires 3, 4, 5 pendant la pandémie. Malgré l'ensemble des efforts déployés, on voit qu'il y a eu un sentiment de perte de sens qui a été fort. Pour les élèves, même combat. On voit que le personnel enseignant interrogé, c'est la perception du personnel enseignant. On n'a pas sondé les élèves, hein, c'est important de le nommer. Et on est tout le temps dans la période pandémique, hein, c'est important de le rappeler. On n'est pas dans une période hors pandémie comme on peut dérouler le vivre à l'heure actuelle. On est vraiment dans cette période pandémique où on voit que les élèves ont particulièrement apprécié le retour en présentiel et notamment parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés lorsqu'ils étaient en ligne et le retour en présentiel n'a pas été si simple que l'on croit. La réadaptation au fonctionnement de l'enseignement présentiel et de l'apprentissage en classe a été difficile. Et c'est là où ce constat-là montre qu'il y a eu des pertes d'automatisme d'apprentissage pendant la pandémie et que l'effort nécessaire pour s'engager lorsqu'on est en ligne, il y a eu des conséquences sur finalement la qualité de la relation pédagogique. Donc l'enseignement en ligne a créé aussi quelques inégalités scolaires, en a aggravé certaines. Simon Collin l'a témoigné aussi, notamment pour l'autonomie des élèves. Certains qui ont des compétences en fonction de leur niveau, des compétences technologiques, mais aussi des compétences par rapport à leur autonomie et leur organisation scolaire. On a vu que c'était plus difficile pour certains élèves. Et les élèves forts ont réussi quand même à être acteurs de leur apprentissage, mais les élèves qui avaient besoin d'un suivi plus individualisé ou qui étaient plus encadrés lorsqu'ils étaient en présentiel ont eu beaucoup plus de difficultés lorsqu'ils étaient en ligne, manquant justement de cette relation pédagogique plus personnalisée qui permettait de les accompagner dans l'engagement de leur apprentissage. Tu peux avancer, Simon? Donc, lorsqu'on fait ce constat-là, il est important aussi, et c'est ce qu'on souhaitait avec Simon Collin et son équipe, c'est de montrer qu'il y a des facteurs qui peuvent atténuer les résultats qu'on a démontrés, c'est-à-dire l'appauvrissement finalement de la relation pédagogique lorsqu'elle a été vécue en ligne pendant la pandémie. Et c'est ce pourquoi on a présenté aussi cette présentation au CETREC dans ce symposium, c'est pour essayer de construire des balises ou des façons de faire qui peuvent être durables et qui peuvent servir à éviter les erreurs que l'on a vécues, à la fois pour le personnel enseignant, donc ces difficultés vécues, mais aussi pour le bien-être des élèves hein, dans leur réussite éducative. Donc, le premier facteur qui est important, c'est que si la relation pédagogique est établie en présentiel avant d'être transposée en ligne, eh bien, on limite beaucoup d'effets négatifs que l'on a témoignés. Toutes les disciplines d'enseignement ne s'y prêtent pas. Bien entendu, on l'a vécu avec certaines tentatives pour déployer l'éducation physique avec l'enseignement en ligne. C'est très délicat. Certaines expériences en laboratoire aussi, les arts, on peut penser aux arts dramatiques, mais aussi l'ensemble des enseignements de musique. Beaucoup de personnels enseignants ont témoigné que c'était difficile. Ça devenait rapidement cacophonique lorsqu'on était en ligne pour tester les compétences et les acquis des personnes qui suivent les cours. Le facteur atténuant, c'est la durée de l'enseignement en ligne. Il y a aussi l'âge des élèves. Comme Simon Collin le précisait, on n'a pas tous les mêmes capacités d'autorégulation en fonction de l'âge.
mais aussi des comportements que certains élèves ont lorsqu'ils sont en ligne. Et le facteur 5 sur lequel je vais insister, c'est l'établissement de directives claires de la part de la direction d'école, et notamment qui sont partagées, slash discutées, slash négociées par l'ensemble des équipes écoles, notamment dans des espaces de travail qui sont à même de négocier certains enjeux. Tu peux avancer, Simon. Donc, les recommandations qui découlent de cette recherche-là, c'est que l'enseignement en ligne en contexte de pandémie, bon, il a été précipité et imposé, comme on vous l'a dit, parce qu'on était en situation pandémique. Les considérations de déploiement étaient des considérations d'obligation de santé publique pour maintenir un lien, donc maintenir le droit à l'éducation, ce qui était une bonne chose de maintenir ce droit à l'éducation pour maintenir les élèves dans les établissements scolaires. Cependant, l'enseignement en ligne, il n'a pas été construit autour de considérations pédagogiques qui justifiaient le recours à ce type d'enseignement. Et c'est ça qui explique que la relation pédagogique en a pâti. Les recommandations qui en découlent, c'est que avant tout, il faut que le pédagogique soit au cœur du projet, au cœur du déploiement de l'enseignement. Si l'enseignement en ligne vient en ajout du présentiel, il faut que le pédagogique se justifie pour venir en ajout. Et c'est pas des initiatives qui doivent répondre à des considérations marketing ou pour aller chercher plus de fréquentation dans les établissements. Donc c'est vraiment la pédagogie qui doit être au cœur de la réflexion lorsque on vient ajouter de l'enseignement en ligne au cursus. La recommandation numéro 2, c'est une meilleure planification et une concertation garantie pour évaluer le projet d'enseignement en ligne. Il faut que l'équipe école soit mobilisée, l'ensemble de l'équipe école, que ce soit le personnel professionnel et soutien, mais aussi le personnel enseignant qui va déployer, en cohérence avec les directions pédagogiques et les directions générales. Cette concertation, elle est nécessaire pour penser l'ensemble des projets qui vont être déployés et notamment des conséquences pédagogiques que ça peut avoir et les anticiper. La recommandation 3, c'est de prévoir des espaces-temps qui garantissent des interactions personnalisées. On l'a bien vu, enseigner à un groupe en ligne, c'est pas enseigner à un groupe en présentiel. Il y a des subtilités qui sont perdues, il y a des avantages qui sont perdus, il y a certains avantages en ligne 100% par rapport au présentiel. Cependant, ça prend de créer des espaces beaucoup plus individualisés avec des interactions informelles qui sont beaucoup plus susceptibles de garantir une équivalence de la relation pédagogique par rapport à son comparatif en présentiel. La recommandation 4, c'est d'évaluer l'ensemble de l'enseignement en ligne de manière récurrente et de bien regarder que si elle n'atteint pas ses objectifs, il faut aussi avoir des solutions de repli pour revenir au présentiel lorsque l'enseignement en ligne n'est pas souhaité. La recommandation 5, on a entendu beaucoup, ça a beaucoup évolué dans les dernières années quand même avec des contrats didactiques avec les élèves et les parents pour s'assurer qu'il y ait des comportements qui soient à la fois respectables, absents de violence verbale, l'ensemble des droits d'image aussi, du respect de l'autorité et de l'image de l'ensemble du personnel de l'éducation. Ça a beaucoup progressé en ce sens, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment lorsqu'on recourt à l'enseignement en ligne. Et la recommandation 6, c'est qu'il y a des cas d'exception à prendre en considération qui sont pas forcément uniquement liés à la pandémie, mais qui peuvent être liés à des absences plus longues pour certains élèves. Donc, ce qu'on vous présente ici, c'est de manière générale l'enseignement en ligne en pandémie, mais il y a des cas d'exception qui doivent être considérés. Parfait. Et puis finalement, pour conclure très rapidement, les recommandations dont tu as parlé, Mathieu, c'est des recommandations donc, qui projettent sur un contexte ou un avenir non pandémique. Donc, la pandémie, comme Mathieu l'a bien dit, c'était exceptionnel, puis il a fallu faire avec et pour des raisons tout à fait compréhensibles. Globalement, donc, quand on retourne sur les résultats, on voit que la perception des répondants est globalement positive sur la mise en œuvre de l'enseignement en ligne. Il y a eu des conditions et du soutien au personnel enseignant et aux élèves qui a été jugé adéquat dans l'ensemble. Il y a eu des défis, bien sûr, notamment la lourdeur du passage à l'enseignement en ligne, mais aussi des opportunités, comme par exemple des opportunités de développement de la compétence technopédagogique.
des expériences variées, donc qui ont pu être faites de continuité, qui ont pu aussi des fois inclure des ruptures, notamment en fonction de l'équipement et des pratiques technopédagogiques préexistantes. Donc, on sent que le milieu scolaire était plus ou moins prêt, puis ceux qui étaient plus prêts, ben, ont finalement pu plus facilement passer à l'enseignement en ligne et avoir par là même une perception plus positive. En somme, si on voulait vraiment résumer des perceptions de l'enseignement en ligne, on peut reprendre l'extrait suivant. Est-ce qu'on aime ça, l'enseignement en ligne? Non, pas tant, mais on se débrouille puis on fait en sorte que ça fonctionne. C'est bon. En contraste, ce qu'on voit, c'est que les perceptions sont par contre relativement négatives et relativement nettement négatives lorsqu'il s'agit non plus de l'enseignement en ligne, mais de la relation pédagogique en ligne en contexte pandémique. La relation pédagogique est perçue comme étant plus difficile à établir et à maintenir qu'en présentiel, tout simplement parce qu'elle est perçue comme étant plus dépersonnalisée, moins sensorielle, plus éclatée. Alors, finalement, euh, et c'est le rappel que je faisais au début de cette intervention aussi, ces résultats-là, ils appartiennent à un contexte très particulier, exceptionnel, qui a demandé à ce qu'on passe à l'enseignement en ligne de manière précipitée, mais de manière aussi tout à fait compréhensible. C'était la meilleure chose à faire. C'était peu propice à la mise en œuvre de l'enseignement en ligne dans la mesure où c'était précipité, ça a pris tout le monde de court, etc. Et dans ce sens-là, ces résultats ne sont pas représentatifs de ce que pourrait être la relation pédagogique en ligne hors contexte pandémique. Donc, ils appartiennent à un contexte très particulier. Ce qu'on peut en retenir ou ce qu'ils nous disent toutefois, c'est que l'enseignement en ligne peut influencer négativement la relation pédagogique s'il est mis en œuvre de façon précipitée, ce qu'on ne veut pas. Donc, pour que l'enseignement en ligne finalement aboutisse à une relation pédagogique positive et durable, ben, il s'agit vraiment de donner le primat au pédagogique par rapport à des considérations organisationnelles. Donc, dans un contexte hors pandémique, ben, c'est vraiment effectivement le pédagogique qui doit primer, la réflexion et le temps de la réflexion pédagogique qui doit primer. En somme, on passe à l'enseignement en ligne pour quelle raison pédagogique, pour quelle plus-value pédagogique, c'est vraiment ce qui devrait être à l'origine de la réflexion pour aller vers l'enseignement en ligne et avoir une relation positive en ligne. Merci beaucoup de votre attention. Puis, il y a un lien ici, Mathieu a mis un lien vers les deux rapports, donc les faits saillants d'une part, et puis le rapport de recherche complet qui ont été issus de cette recherche-là. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, merci aussi pour le respect du temps. Je sais que c'est toujours un enjeu, donc vraiment merci, c'était très intéressant. Et donc, c'est ça, la période de questions s'ouvre. Donc, nous avons déjà une question dans le clavardage de la part de Lys Santerre qui vous demande, est-ce que l'engagement accru des parents avec l'enseignement en ligne durant la pandémie aura une influence sur leur engagement dans l'avenir? Je vous laisse peut-être en prendre connaissance pour la lire vous-même. Moi, je veux bien tenter une réponse, puis Mathieu, tu pourras y aller. Mathieu, bon, dans le contexte particulier des écoles privées, ma réponse à moi va être peut-être plus générale, mais ce qu'on note à l'heure actuelle, c'est finalement un retour, quand même un retour assez fort aux pratiques pré-pandémiques, avec quelques restes, bien sûr, de la pandémie, mais globalement, tous les acteurs éducatifs ont voulu quand même retourner assez vite à la normale. Et la normale, c'était le pré-pandémique. Donc, euh, sans doute que l'engagement des parents, en tout cas durant la pandémie, a permis de changer leur perception, de les a sensibilisés à certains aspects de leur rôle, et puis d'ailleurs du rôle de l'enseignant aussi, de l'école en général, etc., parce qu'ils l'ont vu là au premier plan. Maintenant que le retour à la normale est là, si on veut, je me demande si ils sont pas peut-être plus sensibilisés, mais, mais, mais par contre, avec un retour à l'avant-pandémie, je sais pas, Mathieu, comment tu l'as expérimenté dans tes milieux? Mais je pense que la pandémie est une très belle vitrine pour la profession enseignante pour montrer l'ensemble des efforts, puis l'ensemble du travail qui est réalisé au quotidien pour venir soutenir l'ensemble des apprentissages des élèves. Parfois, on avait cette perception que les élèves étaient pas forcément accompagnés à la hauteur des attentes de certains parents, alors que l'enseignement en ligne a permis d'être une belle vitrine pour l'ensemble de la profession enseignante. Donc, je pense que c'est à souligner
l'ensemble des efforts du personnel enseignant. Après, je dirais oui pour répondre à la question. C'est à la fois une bonne chose et c'est à la fois une mauvaise chose. La bonne chose, c'est qu'il y a un engagement pour la réussite totale des enfants et des élèves. La mauvaise chose, c'est que les communications explosent. On a vraiment une fragmentation des communications qui sont adressées à l'ensemble du personnel et aussi aux directions d'école, qui vient aussi de parents qui communiquent de manière très fréquente, qui viennent aussi alourdir la tâche du personnel enseignant parce qu'il faut répondre dans un délai raisonnable à l'ensemble des questions qui sont posées. Certaines questions sont totalement justifiées, notamment sur des aspects pédagogiques, et d'autres le sont un peu moins. Donc il y a des engagements qui sont volontaires, qui sont souhaités par le personnel enseignant pour avoir une belle réussite de l'élève, puis il y a d'autres communications qui viennent alourdir la tâche aussi. Donc c'est à double tranchant, je pense. J'ai pas une réponse claire à donner, mais on n'a pas sondé dans le sondage et dans la recherche, notamment l'engagement des parents par rapport à l'enseignement en ligne versus le présentiel. Donc, on n'a pas de données vraiment scientifiques à apporter comme réponse, Mm. mais c'est la perception que j'en ai par rapport à la réalité du personnel. Merci beaucoup. Merci Lise pour la question. Et puis c'est ça, c'est que aussi on est toujours en période post-pandémie, mais toujours c'est toujours là. Donc peut-être avoir dans plus d'années les conséquences de cette période-là. Donc on a une autre question qui est arrivée. C'est est-ce que l'enseignement en ligne a un avenir au primaire et au secondaire, y compris dans une perspective d'enseignement hybride? Mhm. Ben là, aussi, Mathieu, tu pourras intervenir après, mais il me semble que oui, l'enseignement hybride est une belle formule parce qu'elle est très flexible dans la manière dont on peut la déployer. Donc, on peut vraiment l'adapter à quasiment tous les âges ouais, et à différents profils d'élèves. Euh, dans la mesure où c'est une formule bon, qui permet d'une part de tirer profit des avantages pédagogiques de la distance, mais aussi de tirer profit des avantages pédagogiques de la présence. C'est sûr qu'en termes de relations pédagogiques, si on observait la relation pédagogique dans la perspective d'un enseignement hybride, a priori, on n'aurait pas les mêmes résultats qu'en enseignement en ligne comme on l'a vécu pendant la pandémie. Et d'autre part, le dosage entre la présence et la distance peut vraiment être déployé de manière de pondérer en fait comme on le souhaite. Donc on peut avoir une demi-journée à distance et puis le reste en présentiel ou plus. C'est pas forcément moitié du temps en présentiel, moitié du temps à distance. Donc ça peut être intéressant pour d'un point de vue pédagogique pour tirer profit des avantages de chaque modalité. Puis d'autre part, c'est aussi, je pense, une belle formation pour les élèves à l'apprentissage à distance, parce que malgré tout, les modalités de formation à distance se multiplient, notamment bon, au niveau collégial, universitaire, ensuite au niveau de la formation professionnelle et continue. Et donc, avoir un peu d'hybride, dépendamment bien sûr des milieux scolaires, ce serait vraiment à chaque milieu scolaire de voir ce qui est préférable au niveau pédagogique, mais ça permettrait peut-être aux élèves de développer de se familiariser un peu avec l'enseignement à distance tout en gardant le présentiel. Ça permettrait aux enseignants de choisir ce qu'ils veulent mettre à distance, ce qu'ils veulent garder en présentiel. Je trouve qu'il y a ici beaucoup de flexibilité. Et puis, au niveau pédagogique, vraiment la possibilité de tirer profit des avantages de chaque formule pour compenser les limites de chaque formule. Alors, ça peut être, à mon avis, intéressant. Moi, j'aurais une réponse qui va être en dehors de la publication de la recherche là et en dehors des propos de Simon Collin. La, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de projets pilotes qui sont déployés par le ministère de l'Éducation à l'heure actuelle pour faire des essais sur une période donnée de certains types d'enseignement en ligne. À la fin de cette période-là, il y aura une évaluation faite par les projets pilotes. Nous, à la Fédération du personnel de l'enseignement privé, on demande qu'il y ait un balisage ministériel qui soit fait lorsqu'il y a un enseignement en ligne qui est déployé, que ce soit au primaire ou au secondaire. Le balisage vient avec l'ensemble des conclusions qu'on en a menées. On ne veut pas juste qu'il y ait un déploiement qui se fasse d'un enseignement en ligne sans négociation, sans concertation des équipes écoles, puis sans une volonté des personnes qui enseignent de le déployer pour une plus-value pédagogique par rapport au présentiel. C'est ça qu'on revendique.
Est-ce qu'il y a un avenir au primaire? On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés à mobiliser les élèves lorsqu'ils sont plus jeunes et qui manquent d'autonomie Mhm, face à l'environnement mhm, numérique, ou alors qu'ils ont une organisation et une autonomie qui est un peu plus limitée. Au secondaire, c'est un autre combat. On n'est pas du tout dans les mêmes perspectives de développement, notamment pour l'ensemble de certaines spécificités ou de certains programmes spécifiques. Par contre, ce qui est important à considérer, c'est la charge de travail qui vient avec le passage en ligne. On est sur une réalité qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, les conventions collectives n'ont jamais été vraiment mhm, avant-gardistes sur l'enseignement en ligne. On a tout le temps été dans un cadre qui était présentiel, dans un environnement physique d'apprentissage, ce qui fait qu'il y a énormément de zones grises. Et ces zones grises ne permettent pas d'avoir vraiment un déploiement qui est concerté, qui est discuté et qui est agréable. C'est-à-dire que, on l'a vu, un des secrets de la réussite de l'enseignement en ligne, c'est-à-dire quand la relation pédagogique n'en pâtit pas, c'est d'avoir des espaces individuels et des moments personnalisés pour créer un climat d'apprentissage et un environnement d'apprentissage. Et ça se fait pas sans prévoir du temps. Et ce temps, il est rare, il est inexistant à l'heure actuelle dans les différentes réalités d'éducation au Québec. Donc, il se négocie et c'est ça l'enjeu, il faut que ça soit, un, avec une volonté pédagogique, pour que ça soit bien voulu, et deux, faut considérer du temps pour adapter l'environnement présentiel à l'environnement en ligne, que ce soit sur le contenu, sur les méthodes pédagogiques déployées, mais aussi sur le temps que ça va nécessiter pour éviter de brûler et d'être en fatigue professionnelle avancée pour l'ensemble du personnel de l'éducation, parce que ce ne sera pas une solution à long terme. Merci beaucoup pour ces réponses. Ça me fait penser à une autre présentation à laquelle j'ai assisté aujourd'hui, où justement c'était la présentation d'un projet. Et à la base, les personnes utilisaient le numérique, puis finalement, le numérique est devenu comme un moyen parmi d'autres pour mieux mhm, accompagner la réussite éducative des élèves, mais pas le seul et l'unique. Et donc l'enjeu de toujours, bah, c'est ça, jumeler, adapter les différentes méthodes d'apprentissage et différents moyens, et puis mhm, s'adapter aussi aux élèves et à leur capacité technique. Là, c'était pas le cas dans l'étude, mais ça peut être le cas dans d'autres milieux. Donc, mhm. est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois Euh, pas, sinon je... Moi, Oui. ouais, Mariama, rapidement, merci messieurs pour cette présentation, là. Désolé, j'ai des petits soucis de caméra, mais j'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai beaucoup aimé les recommandations aussi à la fin, là. J'espère qu'ils vont avoir une portée là, pour la suite des choses. Puis euh, j'ai beaucoup aussi apprécié l'espace-temps là, personnalisé, l'importance des espaces-temps personnalisés. Puis je pense que, tu sais, la période pandémique, je pense que ça a mis en lumière des problématiques qui existaient un peu déjà dans le milieu, puis qui ont été accentuées un peu puis, dans le numérique, puis en ligne. Puis, ouais, il y a toute une importance, je pense, là-dedans, dans le consacrer du temps personnalisé aux élèves. Puis, tu sais, je voyais j'essayais de m'imaginer un peu par la suite, puis me projeter de savoir comment qu'on pourrait amener ça dans le futur du numérique. Puis, tu sais, pourquoi pas, tu sais, pour l'aide aux devoirs ou, tu sais, pour des formules un peu hybrides, même après l'école ou des formules plus personnalisées qui pourraient être intéressantes pour les élèves pour l'enseignement 1-1. Puis, voilà, ben, c'était plus un constat qu'une question, mais merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'avais peut-être une dernière question pour vous deux. Comment cette recherche elle est venue nourrir la pratique au sein de la fédération, au sein d'autres enseignants à qui vous l'avez présentée? Est-ce que vous avez déjà des petites retombées? Alors Mathieu, je te laisse répondre. Ben, rétrospectivement, comme Simon Collin l'a présenté, il y avait peu ou pas de données adaptées au Québec dans une dimension primaire, secondaire, dans un ordre d'enseignement primaire, secondaire, sur une relation pédagogique, donc sur vraiment la qualité de la relation pédagogique. Il y avait très peu de données là-dessus. Euh, et c'était difficile de baliser.
balisé à la fois pour le comportement des élèves, pour la façon d'enseigner, mais aussi pour le déploiement au niveau des directions. Cette absence de balise, c'est ce qui a alimenté vraiment l'ensemble des interventions syndicales pour essayer de mieux encadrer le déploiement, pour qu'il soit voulu, concerté, pour reconnaître le temps que ça nécessitait pour adapter le présentiel en ligne. Les conditions de travail ont été difficiles pour le personnel et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés par le personnel enseignant pour passer en ligne, pour garantir le lien d'éducation avec les élèves. Donc, cette recherche-là, elle est venue, rapidement, documenter un peu la réalité vécue et la diffuser aux yeux du grand public, où ben, ça a permis, notamment en juin 2021, de venir faire la une médiatique en disant que l'enseignement en ligne, ben, c'était difficile pour le personnel enseignant. C'était pas juste se connecter et puis parler, jaser un peu avec les élèves, c'était beaucoup plus lourd que ça. Donc je pense que c'est important de souligner le travail du personnel enseignant en 2021. Donc c'était une première retombée de la recherche numéro un. La recherche numéro 2 avec Simon Collin, elle a permis d'interpeller les ministres de l'Éducation, donc Monsieur Roberge anciennement, puis Monsieur Drainville, de manière à ce que les projets pilotes qui sont déployés à l'heure actuelle aient des balises, et des balises notamment pédagogiques, pas juste marketing ou des initiatives qui finalement ne sont pas forcément porteuses à long terme. Et je pense que la plus-value de tout ça, c'est que le présentiel est important. On peut pas s'en passer. Faut pas perdre l'essence de vouloir remplacer et substituer le présentiel avec le en ligne. Le en ligne a certains avantages, mais il doit être en ajout lorsqu'il est fondé pédagogiquement. Et je pense que ça a été très bien accueilli par l'ensemble à la fois des directions, mais aussi du personnel enseignant, parce qu'ils ont reconnu que le en ligne venait modifier et bonifier certaines compétences, mais il y avait des pratiques pédagogiques qui n'étaient pas remplaçables avec le présentiel. Et c'était important de le souligner, comme c'est important de souligner certaines innovations que le en ligne pourra apporter. Mais tout ça doit être négocié et tout ça doit être déployé dans un environnement de travail qui est respecté et qui libère du temps. Parce que les espaces-temps pour individualiser l'enseignement, c'est bien, mais lorsqu'il vient en ajout de tâches et qu'il n'est pas reconnu, ça n'a pas sa place et c'est difficile de le justifier lorsqu'on vient ajouter encore du travail à des personnes qui sont surchargées. Donc je pense que c'est ça la plus-value, c'est qu'il faut que ça soit discuté, il faut que ça soit pensé pédagogiquement pour qu'il y ait, pour donner du sens. C'est, on avait une présentation de Marie-Claude Rancourt juste avant qui disait, ben, il faut donner du sens à la pratique. L'attention pédagogique derrière la pratique, elle doit être justifiée. Sinon, on n'investit pas dans quelque chose de gagnant, à la fois pour l'élève, à la fois pour le personnel enseignant, à la fois pour les directions. Donc, si on veut garder le cap sur l'intention pédagogique, ben, il faut adapter les besoins. Et certains besoins sont à la fois pédagogiques pour les enseignants, mais aussi des conditions de travail qui viennent avec le pédagogique pour qu'il y ait un investissement complet du personnel de l'éducation. Il ne faut pas oublier les deux, parce que sinon, on n'arrive pas à déployer quelque chose qui est gagnant, je pense. Donc, c'est vraiment ça qui a été apprécié. Superbe. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour la présentation et pour le respect du temps. Je vous invite tous à vous rendre sur le lien pour le panel de clôture de ce 5e symposium, puis au plaisir de vous retrouver sur des projets ou dans d'autres rencontres. Un grand merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.